Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes lectures du mois d'octobre. J'ai 12 livres à vous présenter, du coup il faudra faire très vite, et en plus je suis un petit peu malade, donc raison de plus pour terminer cette vidéo rapidement, puisque j'ai quasiment plus de voix, donc je m'excuse d'avance pour la voix que je pourrais avoir, qui pourrait être assez désagréable à l'écoute, je sais pas trop, je vais voir au montage. Cette fois, je vais pas vous présenter d'avance les livres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop, je vais directement aller à l'essentiel. Donc allons-y. Je vais d'abord vous présenter donc le livre que j'ai dû lire pour les cours, puisque je suis en terminale, et donc qui dit terminale, elle dit lecture de la princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, que j'ai ici, aux éditions GF, tout simplement. Donc avec l'édition, avec le gros dossier de 70 pages. En gros, c'est l'histoire d'une princesse, la princesse de Montpensier, qui est dans son château et qui va vivre un petit peu des histoires de cour. C'est une nouvelle, c'est très très court, alors j'ai pas trop envie de vous spoiler l'histoire pour peu que vous ayez envie de le lire. Mais voilà, elle va se marier avec un homme dont elle n'aurait pas dû se marier avec, et ça va induire une série d'événements qui nous est raconté. Alors, ce livre, donc j'ai lu que le partie récit, je suis en train de lire le dossier avec les cours. Donc je vais vous donner mon avis sur la partie du livre lui-même. Au niveau du coup c'est très intéressant, j'aime bien. Par contre au niveau du livre, bon, comme c'est une lecture de cours, je vais y passer très vite. Moi j'ai trouvé ça un petit peu léger, pas assez de pages, trop d'événements, trop condensés. C'était les coutumes de l'époque, donc voilà, on n'y peut rien, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Moi tout ce qui est coucherie, intrigue de cours, etc. ça m'intéresse pas trop. Donc ça pouvait pas vraiment me plaire, mais voilà. La princesse de Montpensier, c'est quand même un monument de la littérature française, je suis quand même heureuse d'avoir pu le découvrir, et ça m'a donné un premier aperçu du travail de Madame de Lafayette, dont j'ai envie de découvrir notamment la princesse de Clèves, qui me semble pas mal du tout, vu que c'est un petit peu la suite spirituelle de ce roman-là, c'est une réécriture, un petit peu avec des rajouts, et là par contre c'est un vrai roman, donc un roman plus commun à notre époque, et donc j'ai bien envie de le découvrir aussi. Ma deuxième lecture a été une lecture un peu plus détente, puisque j'ai pu lire Mémoires de Laïka, que j'ai pris à la bibliothèque, de Olivier Griette. Alors, ce roman va nous tracer l'histoire de Laïka, donc c'est la chienne qui est partie à bord du Spoutnik, qui a donc fait la première mise en orbite avec un être vivant à l'intérieur, qui était ce chien, Laïka. Et donc on va suivre cette héroïne, parce qu'elle est au centre de l'histoire, et elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu surtout, et notamment ça va mettre en exergue le thème de la maltraitance animale. Parce que ouais, la conquête spatiale c'est très cool, moi c'est un sujet qui me passionne et qui m'a toujours passionné, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a eu beaucoup de maltraitance animale, de maltraitance humaine dans cette affaire, beaucoup de morts, et c'est ce que va mettre en relief ce roman, parce que Laïka elle n'a pas du tout envie d'être cette chienne dont en Russie, on l'acclame, on l'adore, c'est une divinité presque, hein. Elle fait partie du mythe de l'URSS, mais elle a pas envie, elle a juste envie de rester sur les genoux de son grand-père et de le voir fumer sa pipe et basta. Elle a pas du tout envie d'avoir des peintures, d'aller de là-haut, parce qu'elle a bien conscience que quand elle va monter à bord de ce vaisseau et qu'elle va être mise en orbite, il y aura pas de voyage retour et qu'elle va canner, elle va mourir. C'est un roman qui est vachement intéressant, on humanise beaucoup l'animal, mais il a quand même un aspect très chien, que j'ai beaucoup aimé. Le monde est beaucoup décrit à travers ses sens, son odorat, beaucoup sa vue un peu moins, c'est beaucoup ses oreilles. On voit que quand même l'auteur a fait des efforts pour se mettre à la place de l'animal et ne pas trop l'anthropomorphiser, parce que c'est quand même un défaut qu'il peut y avoir dans beaucoup des œuvres qui mettent en scène des animaux, on essaie trop d'humaniser l'animal. Là j'ai trouvé que l'animal était humanisé pour les besoins de l'histoire si vous voulez, mais ça va, c'est pas pesant et du coup ça sert à l'histoire. L'histoire est sympathique, entraînante, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai dû suivre ce petit chien, c'était cool, c'est pas une lecture inoubliable, je vais pas en avoir des souvenirs dantesques, mais vraiment si vous aimez l'espace, si vous aimez l'histoire, et si vous vous intéressez à l'histoire de Laïka, je pense que ça peut être vraiment un bon livre qui peut vous intéresser. Ensuite j'ai lu une BD témoignage, Couleur de peau miel, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 dans le mois, du coup je vais vous les présenter en même temps, ça sera plus simple. C'est de Young et c'est édité aux éditions Quadrant, je crois. C'est une BD de témoignage. Moi j'adore lire des bandes dessinées, surtout celles de témoignages avec des histoires vraies, parce que je trouve que l'illustration à ces récits-là apporte plus
plus même que dans les romans témoignages, parce que, comment dire, j'arrive pas trop à expliquer, mais quand il y a des images, et surtout quand c'est l'auteur qui témoigne, et qui dessine et qui écrit, je trouve qu'il y a un cachet en plus, et celui-là, l'adoption coréenne, et il fait, c'est Young, il a été un adopté coréen, il a été adopté en France, ou en Belgique, en Belgique, pardon, et il va nous raconter son histoire, de sa vie coréenne à la vie qu'il a maintenant en France, et surtout de ses liens avec la Corée qu'il a longtemps détesté et qui laissait petit à petit de retrouver des liens avec sa patrie, parce qu'au final, sa culture est notée en quelque sorte dans son ADN. C'est vraiment une BD super cool, moi j'adore vraiment. Il me reste le tome 3 et le tome 4 à lire, que je vous présenterai sûrement le mois prochain, parce que je les aurais pas lus, mais là, c'est cool, c'est vachement très sensible, c'est rapide à lire, parce que c'est quand même une BD au format exceptionnel, donc il y a une 150 pages, c'est assez poétique, c'est super bien décrit, moi j'ai adoré, l'histoire est très belle, mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre, et j'aime bien suivre ce petit adopté coréen qui est très attachant en fait. Voilà, c'est juste chouette. Si vous aimez les histoires d'adoption, si vous aimez la Corée, si vous vous intéressez à la Corée, ça peut être vraiment cool à lire, parce que quand même, cette histoire de la guerre de Corée et les adoptions qui en ont découlé, ça fait quand même une grosse partie de l'histoire de la guerre de Corée, et de la Corée en général, de l'histoire nationale de la Corée, donc je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Ensuite, j'ai continué sur ma verve de témoignage en lisant cette fois-ci un roman, L'Empereur c'est moi, d'Hugo Orio. Si vous me connaissez et que vous me suivez là depuis que j'ai repris, vous savez que je m'intéresse beaucoup au sujet de l'autisme. Et donc, L'Empereur c'est moi, c'est si vous voulez, des bibles du témoignage de l'autisme, il faut le lire, c'est le genre de grand classique des témoignages de ce genre. Donc on va suivre Hugo, un tout jeune enfant qui va naître, et on va suivre son histoire jusqu'à ce qu'il ait, je crois, une vingtaine d'années, et on va suivre ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu. Et surtout, on va découvrir que toute son histoire a été empreinte d'une souffrance immense. Parce que ouais, ça va pas tellement parler d'autisme, ça va surtout parler de souffrance, ce livre-là. C'est vraiment super bien écrit, rien à dire. Là-dessus, c'est très beau, ça prend aux tripes. Il y a des choses dans lesquelles je me suis vraiment reconnue. C'est juste beau, et on découvre en fait que ce petit humain qui est si différent a des questionnements non adéquats à son âge en fait. On découvre le contraste, comment on peut dire, la scissure qu'il y a entre lui et les autres petit à petit, et comment il va faire pour s'en sortir. C'est vraiment très beau. On sent vraiment que c'est du vécu et que l'auteur est au trip avec son histoire, que c'est quelque chose qui est peut-être pas tout à fait frais dans sa tête, qui est peut-être pas tout à fait révolu, si vous voulez. Je pense qu'il a écrit ce livre vraiment pour s'exorciser de ses démons, et ça se sent. Et c'est vraiment très beau. C'est pas forcément un livre dans lequel je me suis le plus reconnue, mais c'est un de ceux qui m'a le plus fait vivre de choses en tout cas. Je suis ensuite partie sur une lecture un peu plus détente, un peu moins lourde, qui parle de sujets quand même beaucoup moins douloureux. Il s'agit du premier tome de Caraval de Stéphanie Garber, que vous avez vu sûrement 1 milliard de fois sur la blogo et sur Booktube, mais comme je l'ai vu, je vais vous en parler, désolée. Alors, dans ce roman, on va suivre Scarlett et sa sœur qui vont tenter de fuir leur père un petit peu tyrannique, on va pas se le cacher, par la mer en partant sur une île. Scarlett rêve depuis toute petite de visiter le Caraval, un grand spectacle qui est là chaque année et qui regorge de créatures magiques, etc. Elle va essayer d'y aller contre l'avis de son père pour s'enfuir avec sa sœur, et elle va essayer de gagner le jeu de Caraval. Elle est entraînée par sa sœur parce qu'elle au départ elle voulait quand même rester dans son château. Mais voilà, elle va y aller et elle va vivre une grande aventure où elle va un petit peu se perdre dans les illusions, parce que dans Caraval on ne sait pas trop où est la réalité et où sont les illusions. Donc derrière cette explication un petit peu, comment on va dire, bancale, parce que bon, je sais pas très bien raconter des histoires, se cache une très bonne histoire. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de rebondissements, beaucoup de révélations, ça fait un cocktail vraiment détonnant, qui m'a happé du début à la fin. L'univers de Caraval est vraiment superbe, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément très original, ça ressemble un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, dans les inspirations, on va dire, le côté un peu sombre, et en même temps très lumineux, un petit peu effrayant même parfois,
mais que bah, moi j'ai vraiment accroché à ça. J'ai pas trouvé que c'était pas assez décrit, j'ai même trouvé que c'était plutôt bien écrit. Le style d'écriture qui est très simple mais quand même assez frappant, pour moi, ça m'a vraiment immergée dans le récit. Le seul bémol, c'est vraiment les personnages. J'ai trouvé que les deux sœurs, elles étaient un petit peu irritantes. Tous les personnages en général sont un peu stéréotypés. Bon, c'est de la littérature adolescente, on n'en entend pas beaucoup non plus au niveau des personnages, mais c'est vrai que bon, ça aurait pu être un peu mieux fait. Personnellement, ça m'a pas trop dérangé parce que j'ai vraiment accroché à l'univers, à l'histoire, qui a un petit côté thriller qui est pas mal intéressante, bien que pas très original. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce petit roman. Je l'ai lu en quelques jours, c'était très addictif, j'ai beaucoup aimé le voyage. Donc voilà, si vous aimez un petit peu ces univers un petit peu magiques et les aspects un petit peu thriller magique, pas trop dans la réalité, je pense que ça peut vous plaire parce que moi ça m'a plu. Ensuite, j'ai lu un service presse, Joseph Kochman, l'auteur m'a gentiment envoyé Blind, qui est, si j'ai bien compris, le préquel ou le premier tome de sa trilogie des singes farceurs ou quelque chose comme ça. Alors ça raconte l'histoire de 14 ans même, qui vit dans une ville, et puis il va, dans cette ville d'Orchen, il va vivre des choses un petit peu étranges, parce qu'il y a un mystérieux serial killer, je ne sais quoi, qui va commencer à sévir dans sa ville. Ça va commencer à avoir des choses un petit peu bizarres, et il va se retrouver immergé en rêve dans un étrange tribunal où il va devoir faire des recherches, montrer des preuves, etc. Il sait pas trop ce qui lui arrive, et puis en même temps il tombe amoureux d'une fille, et puis comment il va faire, et comment il va arriver à régler un petit peu ses affaires, ses 3 affaires. Il y a vraiment un univers détonnant, délirant, parce qu'on va vous parler de tatous, de démons, on va vous parler de choses vraiment délirantes, dont je ne saurais pas trop vous en dire, puisque sinon je vais vous spoiler. Mais il y a cet univers un petit peu déjanté qui fait contraste, et très drôle du coup, qui fait contraste avec l'aspect vraiment très sombre, vraiment un petit peu violent de Blind, parce qu'on va parler d'un vieil aveugle très sage, et de serial killer, de sang, etc. Parce que c'est vraiment un thriller pur et dur, Mais du coup ça apporte un petit contraste comme ça, qui est vraiment cool, et qui rend le livre, en fait, paradoxalement, assez léger. Et moi j'ai beaucoup aimé ce petit contraste. Ça fait passer tout seul la pilule un petit peu des choses qui peuvent être même un petit peu violentes pour des adolescents, parce que bon, il est quand même ciblé adolescent, il me semble. L'histoire est très cool, avec beaucoup de rebondissements. Les personnages sont plutôt intéressants. Et la fin est vraiment... moi ça m'a donné envie de connaître la suite. Et je pense que je lirai la suite parce que Joseph Kochman m'a proposé de lire la suite, donc je pense que je vais la lire, parce que il m'a donné envie avec cette fin de découvrir ce qu'il a pu faire. Donc voilà, si vous aimez les thrillers un petit peu délirants, et que ce que je vous en ai dit vous a un petit peu palpité dans les oreilles, vous pouvez lire Blind et vous amuser. Et en plus ça soutient un auteur auto-édité, et l'auto-édition, c'est quand même un domaine où il est très dur de percer, où il est très dur d'avoir des ventes. Et donc vous ferez un bon geste, et en plus vous lirez un bon roman. Que demander de plus? J'ai ensuite découvert Barrière mentale de Poul Anderson, que j'ai pris à la bibliothèque. Alors là, c'est un petit peu... j'ai un petit peu honte d'avoir lu ce livre, parce qu'en réalité, j'ai un autre livre de Poul Anderson qui est, lui, dans ma palle, qui attend depuis environ 1 an, que mon copain m'a acheté, qui est au 0, et je le vois là du coin d'œil, il me nargue. Je sais qu'il faut que je le lise, il a lu, il a dit que c'était génial, que c'était très cool. Et moi j'ai peur de le lire, et donc du coup, voilà, j'ai vu ce livre et j'ai fait « Ah tiens, Poul Anderson, tiens, je vais le lire ». Et au final, du coup, j'ai pas lu de 0, j'ai lu un autre de ses livres. Donc voilà, c'est un petit peu honteux. Donc dans Barrière mentale, on va se retrouver avec un constat assez original. En fait, c'est l'histoire donc de la Terre, et à cause d'un changement électromagnétique, tous les habitants, tous les êtres vivants sur la planète vont voir leur QI décuplé par 1, 2, 3, 4, pas 1 du coup, mais 2, 3, 4, jusqu'à l'infini en fait. Et donc du coup, le monde va devenir plus intelligent, mais pas forcément que les êtres humains, c'est vraiment toutes les espèces vivantes qui vont devenir plus intelligentes. Et donc, Poul Anderson essaie de voir comment le monde pourrait-il continuer de tourner avec des gens qui pourraient atteindre des QI de 600 ou 700, et comment au final ça se goupillerait, et si au final c'est pas mieux qu'on soit tous un peu cons. Ce livre il est cool, mais j'ai trouvé un peu comme La princesse de Montpensier qu'on n'en disait pas assez.
Bah, ça s'explique parce que avant, les livres de SF étaient très mal considérés, et dans les années où est sorti Barrière Mentale, les livres de SF se devaient être vraiment très courts parce que il fallait pas perdre le lecteur, il fallait lui donner quelque chose de facile à manger. Mais Barrière Mentale, c'est de la hard SF. L'auteur il s'applique quand même sur des trucs hyper scientifiques, et donc du coup il faut le temps d'expliquer tout ça, et j'ai trouvé que ça faisait du coup un peu suite d'événements dans un catalogue et pas assez de livres au final. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que bah, y a vraiment beaucoup de potentiel. L'histoire est bien racontée, et les événements sont intéressants, mais vraiment moi j'ai trouvé qu'il y avait pas assez de description, c'était trop catalogue. J'aurais aimé en savoir plus, voire même beaucoup plus sur cette histoire, et je suis vraiment restée beaucoup sur ma faim. Accompagne ce petit récit 3 nouvelles et, il me semble, un petit fascicule sur les neurosciences. J'ai trouvé les 3 nouvelles assez oubliables, je m'en souviens de quasiment aucune. Il y en a certaines qui m'ont intéressée, mais je me souviens plus du tout desquelles, donc je vais pas trop vous en parler. Le petit fascicule est sympathique, il pose des bonnes questions, et je trouve qu'il fait un bon complément à Barrière Mentale. Donc voilà, c'est vraiment... Est-ce que je vous conseillerais le livre? En fait, je sais pas trop. Je pense que Poul Anderson a écrit d'autres livres beaucoup plus intéressants que celui-ci. Au final, j'ai été assez déçue, en fait. Je suis ensuite partie sur une lecture plus légère, entre guillemets, parce que là, on va parler du deuil. J'ai lu Les derniers jours de Rabbit Hay de Anna McPartin. Donc pareil, c'est un livre que vous avez vu 1 milliard de fois sur la blog et sur Booktube. Je m'en excuse. J'ai essayé de vous faire découvrir des livres un peu mal connus. Mais bon, bah, j'ai lu aussi des livres célèbres, hein, donc faut que je vous en parle, hein, puisque je vous parle de toutes mes lectures. Dans ce roman, on va suivre Rabbit, une jeune femme qui a le cancer du sein une fois, qui survit, et qui a un cancer du sein une deuxième fois, et qui là, bah, se retrouve au stade terminal, et qui donc est au bord de la mort, et on va suivre eh bien, tous ses proches, comment ils vont le vivre, en suivant les 7 étapes du deuil, de l'acceptation, la résilience, le niage, etc., etc. C'est pas les bons mots, je sais. C'est un livre qui m'a fait un peu penser à Oscar et la Dame Rose, par certains aspects, parce qu'on parle du cancer et on parle de mort. Oscar et la Dame Rose que j'avais beaucoup aimé. Et ce livre-là est très beau aussi. Il est dur à lire. Vous attendez pas à un truc super léger, cocooning, feel good et tout. C'est pas le cas du tout. On va vraiment parler de la mort avec un grand M. Et c'est vraiment poignant, ça prend aux tripes. Moi ça m'a pas fait pleurer parce que c'est très dur pour moi de pleurer devant un livre, mais ça prend aux tripes, et j'ai même eu du mal à le lire tellement c'est pas violent physiquement, c'est vraiment violent psychologiquement. Ça retourne la gorge, si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup c'est très beau, assez poétique. On va suivre Rabbit entre ses différentes... On la suit un petit peu de loin, on va suivre sa tête, ce qui se passe dans sa tête, ses souvenirs d'enfance. On va aussi suivre comment elle va planifier sa mort, donc la petite, où elle va devoir aller, etc., etc. Les gens qui sont autour, c'est un roman avec des multiples points de vue, il y a 4 ou 5 points de vue qui correspondent à tous les membres de la famille, et on va les suivre là-dedans. Je vais pas trop vous en dire, parce que c'est un roman qui, je pense, se découvre. C'est pas un truc où je peux vous raconter tout de A à Z. Je vais vous laisser découvrir ça, mais c'est très beau. Moi, ça m'a plu. C'est des sujets très lourds, donc âme sensible, s'abstenir. Enfant, s'abstenir aussi, je pense. C'est un livre qui est classé en adulte, et oui, je pense que ça vaut l'adulte. Forcément. Et voilà, c'est très beau. Si vous avez traversé une période de deuil, peut-être, ou quelque chose comme ça, ou si vous connaissez des proches, etc., ou si vous avez eu un mort, je pense que ce livre peut vous parler vraiment beaucoup, et que vous pouvez vraiment beaucoup l'aimer. Moi, je trouvais ça extrêmement beau. Je suis ensuite revenue sur un témoignage autistique avec Je suis née un jour bleu, que j'ai trouvé complètement par hasard à Gilbert Joseph quand je suis allée à Montpellier avec mon copain. Je l'ai trouvé dans les caisses là où il y avait tout à 1 euro, et du coup je l'ai vu, je l'ai pris. Donc dans ce roman, on va raconter l'histoire de Daniel. C'est pareil, un témoignage, qui est atteint d'autisme et qui en plus lui est atteint du syndrome savant, qui est en fait un peu le même syndrome duquel est atteint l'autiste dans Rain Man, celui qui il peut voir toutes les décimales de pi, etc. Donc il a ce syndrome là, et donc il va nous expliquer un petit peu sa vie, ce qu'il imagine dans sa tête et comment il en est arrivé à ce qu'il est maintenant, parce qu'il détient le record européen de celui qui a dicté le plus de décimales de pi. Je crois qu'il en a fait 2110, un truc comme ça.
pour une récitation qui a duré plus de 5 heures. C'est vraiment un record que peu de gens seraient capables de faire, si c'est quasiment personne. Pareil, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est de cet auteur, je crois, pour l'instant, dont je me suis sentie le plus proche. C'est très beau, c'est bien expliqué, c'est super bien écrit, hein, ça a l'air d'être une constante dans les témoignages de ce genre-là. Il y a des petits passages, des petits schémas, etc. Ça j'ai beaucoup aimé, j'aime les livres à illustration. Là c'est des petits schémas pour nous expliquer, du coup c'est très imagé, et on arrive en fait à comprendre un petit peu dans sa tête ce qui se passe, et je trouve ça super bien. Le livre est fait avec à la première personne, c'est bien expliqué. Différent de l'Empereur c'est moi, parce qu'il parle plus dans un langage familier, il va plus essayer de parler, de retracer sa vie vraiment rigoureusement, alors que dans l'Empereur c'est moi on parle plus de la souffrance en général. Voilà, mais moi j'ai trouvé ça très cool. Si vous vous intéressez à la thématique autistique, hein, forcément c'est encore un classique à lire, qu'il faut lire. Si vous vous intéressez à ça, voilà, vous pouvez le lire. Et si vous aimez les témoignages de personnes très fortes, ça peut vous convenir aussi, voilà. J'ai ensuite lu Soif de musique de Rommel, qui m'a été envoyé par les éditions Daphnis et Chloé. Donc je remercie dans le cadre de la masse critique du Babelio, donc merci. Donc dans Soif de musique qui est là, on va nous raconter l'histoire d'Hector, un jeune pianiste qui est un prodige, hein, on faut se le dire, qui connaît toutes les sons possibles et inimaginables. Il fait des écartements qui n'est pas possible pour son âge, il a un registre dantesque. Enfin, je pense même que c'est peut-être même impossible qu'Hector existe en vrai, tellement il est plein de talent. Mais voilà, c'est un jeune prodige, il existe, hein, il est là, entre ces pages-là. Et il va, on va suivre sa vie, en général, du conservatoire au grand concert, à toutes les grandes salles de concert du monde. Et on va découvrir, ses émotions à travers son histoire. C'est un livre, pareil, très sensible, un livre témoignage sans trop lettres, parce que Hector, il n'existe pas. Mais ça pourrait être un livre témoignage, parce que ça se raconte très bien, ça se lit très bien. La mise en page, je vais vous montrer un petit peu, est très aérée, hein, voilà. Le livre est très rapide à lire, même si je l'ai lu moi en temps parce que j'étais en vacances, mais le livre est rapide à lire. Si vous êtes musicien, vous allez kiffer, parce que ça parle de musique. Et moi j'ai sorti plusieurs petites choses quand même de ce roman pour améliorer notamment mon interprétation. Donc de choses qui sont expliquées et qui sont bien vues je pense, et cool. Et même venant d'un fou furieux de la musique qui sont bons à prendre pour nous petits musiciens en herbe qui peinent à aligner 4 notes. Mais voilà. Et c'est très beau, bien écrit, c'est un roman de littérature blanche apparemment. Donc oui, c'est super bien écrit. Les passages où Hector joue sont hyper bien écrits. Je pense que ça rajoute encore plus de cachet. Les références, si vous prenez les références et que vous tapez sur internet, que vous faites les musiques, vous les tournez en boucle, c'est de la musique classique. Moi je l'ai pas fait, mais je pense que ça donne vraiment une autre dimension au roman. Ça m'a fait découvrir plein d'auteurs classiques que je connaissais pas, comme Rachmaninov, et les gens de la Russie que, évidemment, à part Tchaïkovski et quelques-uns d'autres, je connais pas grand-chose à la littérature classique russe, donc voilà. Si vous voulez avoir un peu plus de culture, vous pouvez lire ce roman. Moi je m'intéresse à la lecture, au classique, donc c'est toujours super cool à suivre. Que vous dire de plus, si vous aimez les personnages forts, que vous êtes musicien, je peux que vous conseiller Soif de musique, qui est cool, qui est beau et très émouvant. Voilà. Et enfin, j'ai fini ce mois sur malheureusement une déception, en la personne d'encre, de verre et d'acier, de Gwendoline Claire, qui est édité chez Lumen et que j'ai encore ici. Donc je l'ai réservé quand même à la bibliothèque. J'ai attendu un bon mois pour l'avoir. Donc j'avais suivi un petit peu les avis comme un mouton, hein, des blogueurs et des booktubers, qui disaient que ce livre était super bien, qu'il était trop cool, et que l'histoire était bien et tout, donc j'ai suivi, et moi, ça l'a pas fait. Alors ouais, l'univers il est original, on va parler de l'écriture. En fait, dans cet univers, il y a une discipline qui s'appelle la scriptologie, et qui est en fait l'art de scripter les mondes, si vous voulez. Et chaque personnage qui a la folie va être fondu d'un domaine en particulier. Donc il y a la scriptologie, il y a la mécanique et l'alchimie. Et il y en a une quatrième, il me semble, mais dont je n'ai pas le nom. Et donc ils sont un petit peu rejetés par la société, et ils vont être
parqués dans des orphelinats, etc. Parce que personne veut d'eux. Sauf ceux qui ont, on va dire, la folie multipliée parce qu'ils sont polymathes et donc ils s'intéressent à plusieurs disciplines. C'est le cas de la jeune madame Elsa qui atterrit dans le monde alors qu'elle était, elle, dans un monde crypté depuis gamine parce que Jumi, sa mère, voulait l'éloigner du monde des humains et donc elle va essayer de retrouver sa maman qui a été kidnappée dans ce monde de terre qu'elle connaît pas trop et dont elle fait un petit peu, totalement même, figure d'extraterrestre. Ce roman, comment dire, déjà très loin à démarrer, hein, j'ai lu 200 pages, pour moi l'histoire avait pas commencé, on était dans l'explication, on était dans la situation d'exposition, bon, 200 pages sur, il y en a à peu près 460, 200 pages sur 460 pages, ça fait à peu près la moitié du roman, ça fait beaucoup, même pour de la fantasy, et encore plus pour de la fantasy adolescente, même si le monde est quand même à l'air assez béton à l'intérieur, voilà, c'est long. Pour moi, c'était beaucoup trop long. Et du coup, je me suis ennuyée. Vraiment, je me suis vraiment ennuyée dans ces 200 premières pages. Et du coup, je me suis ennuyée sur le reste aussi. Même s'il y a un peu plus de révélations, etc., de rebondissements. Mais c'est toujours super lent. On a l'impression qu'il se passe rien. Quand il se passe quelque chose, et puis on sait pas où on va non plus. Parce qu'ils font un truc, et après ils savent plus quoi faire. Et après ils refont un truc, et puis ils savent plus quoi faire. Enfin, j'ai vraiment eu ce sentiment où ça faisait oui. Voilà, l'histoire elle retombe à chaque fois. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment pas mal de potentiel. Je sais pas si je lirai la suite, honnêtement. Parce que ça m'a pas vraiment pas transcendé, quoi. Les personnages sont un petit peu bof. La romance c'est un peu bof. Enfin, j'ai trouvé que tout dans ce livre était un peu bof, hormis l'univers qui est quand même assez cool. Donc voilà, je vous conseillerais ce livre si vous aimez les univers originaux et que vous n'avez pas peur des longueurs. Mais pour moi, même moi qui aime, même quand le livre prend son temps, là franchement, c'était trop. Non, vraiment. Donc c'est dommage, ça. Le livre m'a déçu alors j'en entendais beaucoup. Peut-être que si j'avais mis la barre moins haute, peut-être si j'avais moins entendu d'avis, j'aurais pas eu le même avis sur ce roman. Mais là vraiment, on m'a vendu une claque dans la gueule et je l'ai eu, mais pas dans le bon sens. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois d'octobre. J'espère que ça sera pas trop long, on va viser le quart d'heure, mais vu comment j'ai parlé, j'en sais. Ce mois fut de très belles lectures, beaucoup basées sur des romans témoignages et sur des explications de vie des gens. Chaque mois un petit peu cette thématique, je sais pas si vous avez remarqué, mais normalement je dis toujours des choses qui se ressemblent un petit peu chaque mois. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de découvrir au moins un de ces livres. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas là si vous avez apprécié un de ces romans, si je vous ai donné envie d'en lire un. Enfin bref, qu'on puisse échanger sur un des romans, parce que moi j'aime bien quand vous postez des commentaires, c'est cool. Et puis voilà, moi je vous dis je vous souhaite de bonnes lectures, à la prochaine vidéo. Bye tout le monde!